Vous savez, au Sénégal, le code pénal que nous avons hérité donc, de la période senghorienne continue toujours à conférer la puissance paternelle et maritale aux hommes uniquement, n'est-ce pas, et désigner le père en tant que chef de famille, ce qui prive justement les épouses des droits d'autorité sur le ménage et sur les enfants. Donc, c'est une vieille revendication du mouvement des femmes du Sénégal qu'il y ait une réforme donc, de ce code pénal pour qu'évidemment l'autorité parentale soit partagée par les conjoints, simplement par les conjoints. Et cela est même bénéfique pour le couple parce qu'elle va permettre une meilleure prise en charge médicale, sociale, etc. des enfants. Il y a également la question de la discrimination sur l'âge du mariage, n'est-ce pas? Le code, évidemment, permet, n'est-ce pas, fixe l'âge légal du mariage, l'âge légal pour contracter le mariage à 16 ans pour la jeune fille et à 18 ans, justement, pour les garçons. Ce qui, évidemment, constitue une rupture d'égalité entre les filles et les garçons par rapport donc à l'âge du mariage. Les droits des enfants, j'ai toujours dit moi-même, tant que l'État n'aura pas résolu la question des droits des enfants talibés, il ne pourra nulle part se prévaloir d'avoir un bon bilan en matière de droits humains. Nous sommes quand même un pays où chaque matin, n'est-ce pas, on estime qu'il y a plus de 100 000 enfants talibés dans tout le Sénégal, qui mendient du matin au soir, n'est-ce pas, dans des conditions extrêmement déplorables, qui sont victimes de violences dans les écoles coraniques, qui sont victimes de maltraitance. On a eu beaucoup de cas de décès, n'est-ce pas, d'enfants et de maltraitance d'enfants dans les écoles coraniques. On a eu des cas de viol, n'est-ce pas, en série. Nous avons commis un avocat qui s'occupe de plus de 30 cas. Un réel défi pour nos pays. Ce qui l'explique, c'est que les pays africains perdent énormément d'argent en raison des pratiques de la corruption, de blanchiment, d'évasion fiscale et de fraude fiscale. Alors pour le cas du Sénégal, ce qui est intéressant, c'est que le Sénégal est un pays qui a aujourd'hui des ressources naturelles et donc la question de la corruption se pose. C'est pour cela aujourd'hui il est important d'analyser les vulnérabilités au niveau de la chaîne de valeur de l'industrie extractive, qu'il s'agisse de l'octroi des permis, c'est-à-dire la façon dont les contrats sont donnés, la question également de la collecte des revenus, leur affectation, mais également la question du suivi de ces recettes. Tout compte fait, il est très important de lutter contre la corruption pour améliorer la gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minières au Sénégal. C'est pour dire aujourd'hui, pour le cas du Sénégal, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des risques de corruption. Et les risques de corruption se font sentir surtout au niveau de l'octroi des permis et licences. C'est-à-dire, quand un investisseur arrive au Sénégal, il faudra s'assurer que cet investisseur puisse être identifié. Problème arrive au Sénégal, il faudra s'assurer que cet investisseur puisse être identifié. Problématique extrêmement importante. Vous avez entendu ou écouté le président de la République exiger, mettre le curseur sur les questions de transparence. Il a même demandé à l'occasion de son adresse à la nation du 3 avril, il a demandé à ce que l'ITE puisse collaborer avec l'État du Sénégal pour aller vers des questions extrêmement importantes liées aux bénéficiaires effectifs et autres. Tant que nous n'aurons pas cerné ces questions, je pense que nous aurons d'énormes difficultés pour gérer les questions de transparence et des questions liées à la corruption. C'est pourquoi, avec USAID Traces, nous avons développé un outil de diagnostic de la corruption, qui va permettre aux agents qui vont participer à cette session de renforcement de capacité d'acquérir de nouveaux outils, mais aussi partager leur expérience et aussi permettre à tout un chacun d'apporter sa touche. Ce projet-là, c'est un projet pour le Sénégal, c'est un projet pour la jeunesse sénégalaise, pour la jeunesse africaine, pour pouvoir les accompagner, les former, pour qu'ils aient les compétences pour développer des projets dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agriculture. Les former, les accompagner aussi pour faire de l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire que c'est très bien d'avoir son diplôme, d'être recruté dans une entreprise, mais c'est aussi très bien soi-même, d'avoir son projet et de le développer, aussi de créer des emplois soi-même en fait dans son pays, dans son contexte, dans sa région
et plus particulièrement dans cette région de Thiès, parce que Thiès c'est aussi un poumon économique, on nous dit en deuxième puissance économique en fait du Sénégal, Thiès. Et la région de Thiès, on sait aussi qu'il y a un potentiel agroalimentaire qui est assez important. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Ça va être aussi comment je vais développer en fait en termes de communication, quelles sont mes techniques, mes stratégies de communication pour que les gens sachent que j'ai tel produit, j'ai telle marque. Ailleurs, il y a une autre façon de faire. Et cette façon de faire-là, elle marche. Quoi qu'on dise, elle marche. La grande distribution, ça marche. Le e-commerce, ça marche. Donc, il nous faut, nous aussi, revoir notre copie. On apprend des autres. Et c'est tout le but de ce projet, c'est-à-dire apprendre ce que les autres font, voir comment l'adapter à notre contexte et aider les acteurs locaux à bien vendre. Les résultats attendus en tant que partenaire, alors déjà donc pour la recherche, parce que j'étais en train d'en parler, c'est bien évidemment donc des publications, donc initier donc des thématiques de recherche nouvelles. Il y a des thématiques qui se posent ici qu'on n'a pas dans le cadre strictement français. Il y a des formes de distribution qui existent ici, qui n'existent pas donc en France. Donc ça permet de bénéficier donc des compétences des collègues locaux et puis d'aboutir à des publications, à de bonnes publications. Le financement dure 4 ans. Mais nous voyons, ce qui nous intéresse, c'est la pérennité. C'est que ça soit quelque chose, non seulement qu'on va développer avec l'ID, mais qui va évoluer, que Thiès pourra prendre en main, okay, et puis conduire après, même si le financement est terminé. Ce serait un échec pour nous qu'à la fin du financement, qu'on ne puisse plus former. Il faut partir d'un principe simple. La commune de Gueule Tapée Fass Colobane, c'est une mairie qui fait partie de l'État. Ce que nous faisons, nous autres, maires et conseillers, c'est l'exercice de l'État. Que les dirigeants de ce pays nous disent pour quelles raisons les mairies sont aussi piétinées. Nous sommes piétinés par n'importe qui. Un étranger venu de nulle part est venu contracter avec la mairie de Gueule Tapée Fass Colobane pour la construction d'un centre commercial d'une valeur de 6 milliards. Les faits sont simples. Après avoir contracté, dans le contrat, nous voyons que la durée des travaux est déterminée à 10 mois, si je ne me trompe, avec un avenant, n'est-ce pas, une prolongation en cas de besoin de 3 mois. Ça, c'était en 2019. Nous sommes en 2024. Le marché est très loin d'être terminé. Il y a eu des contrats qui ont été signés, n'est-ce pas, par 3 personnes. Et c'est des contrats qui ne sont pas clairs. Quand on les détermine dans la durée et même dans leur contenu, ceux qui ont signé ces contrats, ce sont de hauts responsables de l'administration sénégalaise. Un maire et un chef d'un service déconcentré, c'est-à-dire le sous-préfet de Dakar Plateau. Personne ne peut supporter cette injustice. Les commerçants qui ont donné leur argent pour acquérir des cantines, ce sont des Sénégalais. Ce sont des opérateurs économiques qui sont dans le pays. Certains sont expatriés. Ils ont besoin d'être édifiés. Et ils ont besoin de cette infrastructure pour mener pour faire le travail. Et ça fait partie du développement. Le développement local dans cette communauté nous incombe au plus haut point. C'est pour cette raison que nous devons protection. Je suis très honorée d'apprendre que le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture venait présider la cérémonie du lancement officiel de la journée du livre et du droit d'auteur ici au centre Aminata Mbaye. Choix qui n'est pas fortuit parce que cela prouve nettement que les autorités étatiques prennent en considération cette couche de la population qui était très souvent laissée pour compte. Donc si aujourd'hui ces autorités viennent au centre pour faire le lancement, cela ne peut que nous faire plaisir et un important don de livres et de matériel didactique
a été fait à l'endroit des enfants et des jeunes déficients intellectuels. C'est important que des personnalités s'engagent pour nous accompagner dans le travail que nous faisons depuis 35 ans exactement. Donc si ces personnalités-là s'engagent à renforcer le centre Aminata Mbaye de moyens financiers, nous ne pouvons que saluer cette décision ou ces engagements qui ont été pris ici. Et puis nous tendons également la main à toutes les autorités pour venir appuyer le centre parce qu'on en a besoin, parce que comme vous le savez, la prise en charge d'un enfant déficient intellectuel coûte cher. On peut citer les éducateurs spécialisés, on peut citer les orthophonistes, on peut citer les psychomotriciens et les différents formateurs dans les ateliers et tout cela a un coût. Donc l'ensemble des scolarités que nous recevons ici ne couvre pas effectivement les charges salariales et les charges fixes que nous avons. Laissez-moi vous dire ô combien je suis satisfaite d'avoir réservé ma première sortie à la culture. Je ne regrette pas. Et je prends ici et maintenant l'engagement d'accorder une subvention de 1 million de francs CFA à ce centre-là, dès que je recevrai mon premier salaire en tant que ministre. Et je fais aussi engager le ministre secrétaire d'État en charge de la culture d'accorder une subvention minimum de 1 million de francs dès qu'il recevra lui aussi à son tour son salaire de ministre. Oh là là.